Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir dans Europe Nuit. Vous donnez en quelque sorte le top départ du centenaire de la Grande Guerre, 1914-1918. C'est le thème de votre nouveau livre qui s'interroge aussi sur le rôle de l'Europe dans le monde d'aujourd'hui. On va en reparler. Mais vous avez vu que d'autres rejoignent votre volonté comme ça du souvenir, puisqu'on a appris ce matin que le Tour de France cycliste 2014 va faire une large place lui aussi à la commémoration des grandes batailles qui ont marqué cette guerre terrible, en passant par les lieux, les villes emblématiques de ces combats. L'histoire, la pédagogie par le sport, c'est bien aussi? Oui, c'est bien. Je rappelle que le Tour de France de 1914 s'est interrompu le 27 juillet, que les coureurs n'ont eu que le temps d'enfiler leur uniforme. Puisque la guerre commençait quelques jours C'est une plus autre tard. histoire. Mais mon livre, à l'origine, s'intitulait D'une mondialisation l'autre. Il comparait la mondialisation britannique avant la guerre de 1914 et la mondialisation américaine après 1945. Proche de nous. Et dans cette analyse, on voit qu'il y a une théorie de l'hégémone. On ne peut pas comprendre la Première Guerre mondiale sans la rivalité entre l'Empire britannique et l'Allemagne impériale montante. Et de même aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Cela dit, puisque nous en sommes sur la guerre de 1914, je donne un sens à cette guerre, non pas comme d'autres, mort, décadence, repentance, tristesse, absurdité. Non, je montre que ça a été une épreuve quasi médiévale pour la France. Est-ce qu'elle allait résister? Elle allait survivre? Et je replace la guerre de 1914-18 dans le contexte de la guerre de 30 ans, 1914-1945. Et la France n'aurait pas tenu si d'emblée, quand même, elle n'avait pas résisté. Et je pense qu'il faut avoir cette vision perspective pour renouer avec le récit national et en même temps pour comprendre que le déclin des nations européennes aujourd'hui n'est pas irréversible. Il faut simplement leur rendre la mémoire. Alors l'Europe est-elle sortie de l'histoire avec un grand H? C'est la question que vous posez en couverture de ce livre, intitulé donc 1914-2014. D'abord, quelle est votre réponse à vous, Jean-Pierre Chevènement, à cette question? Oui, l'Europe ne fait plus partie de l'histoire qui s'écrit ailleurs, ou bien attention, l'Europe risque de sortir de l'histoire si elle ne se ressaisit pas. Il est évident que l'hégémonie qui était européenne avant 1914 a passé l'océan, elle est américaine depuis déjà longtemps. Mais en même temps, il y a un processus d'endormissement politique de l'Europe. L'Europe de Jean Monnet, l'Europe post-nationale, l'Europe qui nie le politique, l'Europe qui tourne le dos à la démocratie pour inventer des solutions technocratiques très loin des préoccupations des peuples. Peut-être une dilution du fait que l'Europe aujourd'hui est aussi à 28. Alors il y a cet élargissement qu'on peut considérer comme excessif ou insuffisant selon la manière dont on raisonne. Il y a la monnaie unique dont le péché capital est d'avoir juxtaposé des pays d'économie de niveaux très différents, de sorte qu'elle n'est pas viable à long terme. Il faut donc imaginer autre chose. Et moi je propose une grande Europe de la Méditerranée à la Russie, une Europe confédérale, une Europe des nations, une Europe qui met en commun certaines politiques, mais pas toutes. Et une Europe qui, par conséquent, dans le XXIe siècle, dominée par les États-Unis et la Chine, sera encore une confédération de peuples libres. Donc oui, l'Europe peut à nouveau façonner son histoire à condition de rompre avec le modèle actuel qui est débilitant, anesthésiant, qui est en quelque sorte mortifère. Mais alors là où vous m'avez beaucoup surpris dans ce livre, Jean-Pierre Chevènement, c'est que vous vous livrez à un plaidoyer pour un couple franco-allemand fort et soudé. Vous, l'homme qui a combattu l'Europe de Maastricht, le rôle de la Banque Centrale Européenne, la monnaie unique, les critères de Bruxelles, l'Europe de Jacques Delors, en fait, c'est l'Europe de Mitterrand et du chancelier Kohl, de Giscard et de Schmitt avant. Vous voulez réhabiliter ce couple franco-allemand qui a construit cette Europe dont vous ne vouliez pas? Ah mais moi je critique cette idéologie européiste qui a abouti à une Europe du capital, disons-le, pour aller vite. Et je suis pour une Europe des nations, pour une Europe démocratique. Et bien entendu, je suis pour une fine compréhension
de la France et de l'Allemagne, qui suppose un regard original, celui que je porte dans ce livre, sur ce que sont les regards croisés de la France et de l'Allemagne l'une sur l'autre. Et croyez-moi, c'est roboratif. Mais est-ce que c'est pas une idée un peu dépassée, le couple franco-allemand, quand on voit aujourd'hui, je sais pas, la lumière de la crise la crise grecque, par exemple, Mais que la France et l'Allemagne ne regardaient pas dans les mêmes directions, c'est évident. vous avez raison de dire que effectivement c'est dépassé si on se rappelle que le mot couple franco-allemand n'existe qu'en français. Les Allemands, ils parlent de partenariat franco-allemand comme il y a un partenariat germano-polonais, hein, mais pas plus. Donc c'est pas aujourd'hui une idée à la mode. Mais l'Allemagne est dans une contradiction entre l'ouverture sur le grand large, elle exporte désormais plus hors de l'Union européenne que dans l'Union européenne. En tout cas, son excédent se fait aux trois quarts sur les pays émergents. Elle est excédentaire sur la Chine et en même temps, elle est en Europe, l'Allemagne. C'est son problème. Donc, quand elle regarde autour d'elle, elle doit bien tenir compte de la France, qui est peut-être plus le numéro 1, mais qui reste le numéro 2. Et je pense que la France a une capacité politique qui est tout à fait originale et qui demeure. La France reste une grande puissance politique. L'Europe qui vient de relancer, vous l'avez peut-être vu, le processus d'adhésion de la Turquie, qui était gelé depuis 3 mois. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Chevènement, qu'il faut accélérer ou se hâter lentement pour faire entrer la Turquie dans l'Union? Alors, dans les institutions européennes, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ou telles qu'elles ne fonctionnent plus à 28, ça n'a pas de sens. Hein. Mais dans une conception confédérale d'une Europe élargie, oui, mais avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays du Maghreb, on peut effectivement inviter autour de la table un certain nombre de pays qui donneront leur point de vue. On retiendra ce qui leur convient. On fera une Europe à géométrie variable, mais dans des domaines clés, essentiels. Hein, la défense, la politique extérieure, l'énergie, et à géométrie variable avec ceux qui le veulent, mais pour structurer l'ensemble, on ne va pas se mêler de réglementer la composition du chocolat, hein, ou autre réglementation tout à fait inutile. Et je dirais que le libéralisme à tout craint que promeut la Commission européenne, il est contradictoire avec l'idée d'une Europe européenne qui existe indépendamment de ces deux pôles émergents que sont, enfin, la Chine d'abord, et puis, je dirais, l'Empire américain, qui prend les moyens, je dirais, de résister et en même temps de nous anesthésier. Je voudrais terminer par une petite note de politique intérieure. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, à la fois ferme et républicain, est-ce que c'est le digne héritier de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, de Lionel Jospin? Écoutez, oui, je crois que Manuel Valls est un bon ministre de l'Intérieur. Il sait faire prévaloir la loi, c'est-à-dire l'idée de l'intérêt général, mais naturellement, il l'applique humainement, comme je l'ai fait moi-même. J'ai régularisé, mais sur critères d'intégration, un certain nombre de gens qui étaient en situation irrégulière, mais d'autres, je ne les ai pas régularisés. Et j'ai incarné une certaine fermeté, et je pense que Manuel Valls, il occupe l'espace. Sa parole est audible, et il est, en définitive, un atout pour le gouvernement. Vous ne diriez pas jusqu'à recommander une remise en cause du droit du sol, comme le fait l'UMP? Non, je pense que c'est absurde. C'est une idée nauséabonde. Ça concerne quoi? Même pas 5 ou 6 personnes par an. Car imaginez des jeunes qui seraient nés de parents en situation irrégulière arrivés à 18 ans. Hein, et on leur demanderait de prouver qu'ils sont là en France depuis 5 ans. Vous ne pensez pas que leurs parents auraient eu le temps d'être régularisés ou d'aller ailleurs? En tout cas, c'est vraiment rien. C'est une mauvaise idée chippée au Front National qui ne correspond absolument pas à la situation du pays. Je crois qu'il faut donner la priorité aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux. Il faut prendre les moyens de faire reculer le chômage. Et je pense que tant qu'on ne remettra pas en cause le mécanisme mortifère de la monnaie unique, on n'y parviendra pas. S'il n'y a pas une grande vue d'homme d'État pour comprendre ce que peut être la reconquête de la compétitivité, objectif fixé par le rapport gallois, mais si on ne comprend pas que ça passe par un ajustement monétaire pour tous les pays du Sud, parce qu'une monnaie surévaluée crée un équilibre de sous-emploi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement. Et votre livre donc sort chez Fayard. Il est intitulé, je le rappelle, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation.